Le meilleur ami de mon mari a parié qu'il me verrait pleurer quand il me servirait les papiers du divorce pendant le dîner de Noël. Les femmes sont si prévisibles, a-t-il ricané. J'ai signé immédiatement, sans un mot. Puis je leur ai tendu un paquet joliment emballé. Leurs visages se sont figés quand ils l'ont ouvert. Tu crois qu'elle pleurera en les lisant, a plaisanté son ami depuis le salon, pensant que je n'étais pas là. Mais je me tenais dans le couloir, un plateau de verres à la main, pieds figés, souffle suspendu, le cœur cognant dans mes tempes. La voix de Sébastien, mon mari, a suivi, légère, moqueuse. Elle va s'effondrer. Elles le font toujours. C'était 5 jours avant Noël. Avant d'aller plus loin, merci d'être là. Si vous pensez qu'aucune femme ne devrait se sentir impuissante chez elle, cliquez sur « S'abonner ». C'est gratuit et ça permet à d'autres de trouver de la force, pas du silence. Mais cette histoire ne commence pas là. Pas vraiment. L'effritement avait commencé bien avant ce pari sordide sur mes larmes. Tout a commencé par des rires. Toujours des rires. Tu sais que je pourrais partir demain, plaisantait Sébastien, lors de dîner entre amis, ses yeux pétillants d'une tendresse simulée pendant qu'il me caressait l'épaule. Tout le monde riait. Moi aussi. Mais à l'intérieur, quelque chose se recroquevillait, comme un nœud qui se resserrait sous mes côtes. Personne ne voyait le poids de ces mots, ni leur fréquence, ni la facilité avec laquelle ils sortaient. Personne n'a remarqué quand j'ai rangé ma robe rouge après qu'il ait lâché. Tu te donnes du mal pour pas grand-chose, non? Personne n'a compris pourquoi je vérifiais son ton avant de parler en public, espérant que ma phrase ne se transforme pas en monologue sur mes défauts. Il ne criait pas. Il ne frappait pas. Il était plus malin que ça. Ses mots étaient des lames sucrées au miel. Fais pas honte devant mon patron. T'as de la chance que je sois encore là. Franchement, tu ferais quoi sans moi? Chaque remarque arrivait avec un sourire, un rire, un tintement de verre de whisky. Je souriais en retour. J'avais appris à le faire. Au début, je le défendais auprès de mes proches. C'est juste de l'humour noir, disais-je à Maëlle, ma meilleure amie d'enfance, après qu'elle ait entendu une de ses remarques lors d'un barbecue. Il le pense pas vraiment. Elle a haussé les sourcils. Il n'a pas besoin de le penser. On dirait que tu disparais. Peut-être que je disparaissais. J'ai arrêté de poster sur les réseaux. J'ai commencé à manquer les réunions du club de lecture. Les appels de ma sœur restaient sans réponse. Mon monde rétrécissait, tournant uniquement autour des humeurs de Sébastien, de ses habitudes, de ses limites. Il aimait garder le contrôle, doucement mais sûrement. Quand ma mère était venue passer le week-end, il a pris soin de faire remarquer, assez fort, que j'avais laissé la cuisine en désordre. Quand j'ai oublié le pressing, il a murmuré en passant à côté de moi « Inutile ». Juste assez fort pour que j'entende, juste assez bas pour pouvoir nier. Et pourtant, je me disais que c'était ça, le mariage. Peut-être pas un conte de fées, mais une forme de stabilité. Au moins, il ne me trompait pas. Au moins, il ne me frappait pas. Au moins. Puis est arrivé ce gars-là. 2 coupes de champagne à la main, à une soirée caritative de son entreprise, il s'est penché vers moi, les yeux voilés d'alcool et de mépris. « T'es comme toutes les autres », a-t-il soufflé en regardant une collègue passer. Toujours à en demander plus. Toujours en train de t'accrocher. Ma gorge s'est nouée. Mon visage s'est tendu sous la honte familière. Je n'ai même pas demandé ce qui avait déclenché ça. Je ne demandais plus. De retour à la maison, il a claqué la porte et est allé directement au bar. Je l'ai suivi à pas mesurés, lui ai tendu un autre verre avec ce sourire que je maîtrisais parfaitement. « Tu sais, ai-je dit doucement, peut-être qu'on devrait signer quelque chose. Un papier, au cas où. Tu rigoles toujours sur le fait que tu pourrais partir. » Il a éclaté de rire. Un rire profond et désinvolte. « Tu crois vraiment que j'ai besoin d'un contrat pour protéger mes gains de fantasy football ?» Il a griffonné son nom sur une serviette en papier, là, sur la table. « Va le faire certifier si tu flippes à ce point. » Il s'est endormi sur le canapé. Il a oublié la serviette dès le lendemain matin. Moi non. Je l'ai fait certifier en moins de 24 heures. Maëlle m'a aidée. Elle n'a rien demandé. Elle m'a juste tendu un stylo, le regard calme, plein de compréhension. J'ai rangé ce document dans une pochette ignifugée, glissé tout au fond d'un classeur sous un dossier intitulé « Impôt 2020 ». Puis je l'ai scanné, envoyé à une adresse privée que Maëlle m'avait créée, au cas où. Ce soir-là, j'ai fait le dîner comme si de rien n'était. J'ai demandé à Sébastien comment s'était passée sa journée. J'ai ri à ses imitations de collègues.
J'ai nettoyé la table pendant qu'il scrollait sur son téléphone. Il n'a pas remarqué que mon regard avait changé. Ce n'était plus de la peur, ni de la colère. C'était de la stratégie. Peu à peu, quelque chose a basculé en moi. Rien de visible, rien de dramatique. J'ai commencé un journal. Pas un joli carnet à spirale, avec des citations sur la couverture. Un simple cahier que j'ai glissé sous mon matelas. J'y notais ses remarques, ses humeurs, les jours où il rentrait à 1h15 imprégné de parfum et de tequila. Je ne planifierais rien. Pas encore. Mais quand, à la soirée de rentrée de son entreprise, il a lancé à une salle pleine de nouveaux employés. Le passe-temps de ma femme. Dépenser notre argent. Je ne me suis pas effondrée. Je me suis levée, suis allée aux toilettes, et en regardant mon reflet, j'ai pensé « Il me croit faible ». Il n'avait pas tout à fait tort. Je l'avais été, mais j'étais en train d'apprendre. Quelques mois plus tard, en pliant le linge, j'ai trouvé un reçu dans la poche de son pantalon. 2 coupes de vin, une chambre d'hôtel de luxe, des fraises en room service. La date ? Le jour de la Saint-Valentin. Il m'avait dit qu'il était en déplacement. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai scanné, archivé, consigné. Ça devenait un rituel, un protocole personnel, une collecte de preuves, pas d'émotion. Un soir, alors que nous dînions, il m'a lancé « Si on se sépare, tu ramperas pour revenir. T'es même pas foutu de réparer le Wi-Fi sans moi. » J'ai hoché la tête. Je lui ai versé un verre de vin. C'est vrai, ai-je dit. Je ne le croyais plus. Il existe un type de silence très particulier dans les foyers, comme le nôtre. Ce n'est pas de la paix. C'est une tension fine, un fil trop tendu, prêt à casser. Chaque pièce résonnait des discussions jamais eues. Chaque sourire que je portais me laissait un goût de bile. Puis, une nuit, j'ai fait un cauchemar. Sa voix me hurlait dans ma tête. « Tu n'auras rien. » Je me suis redressée en sueur. Et là, une pensée s'est imposée, claire comme une vérité nue. Ce n'était plus vrai. J'avais le document, les dates, le temps. Ce soir-là, j'ai arrêté de jouer la comédie. Je n'étais plus sa femme. J'étais son reflet. Polie, lisse, patiente, mais en veille. Le bout de serviette qu'il avait signé entre 2 verres, il l'avait oublié. Pas moi. Je me suis retrouvée dans le bureau de Maëlle. Le néon grésillant au-dessus de nous, éclairant la vérité que je ne voulais pas encore nommer. Elle a pris le papier que je lui tendais, celui qu'il avait signé en riant, sans lire. Il l'a fait de son plein gré, a-t-elle demandé ? J'ai simplement hoché la tête. Elle s'est calée contre le dossier, a ajusté ses lunettes, puis elle a lu, longuement. Quand elle a relevé les yeux, il y avait entre nous un mélange de pitié et d'admiration. « C'est élégant », a-t-elle dit en tapotant le contrat. « Il t'a donné la lame. Tu choisis juste quand l'utiliser. » Je me suis redressée, les mains jointes sur mes genoux. Je ne veux pas me venger. Je veux juste être en sécurité. « Tu le seras », a-t-elle répondu. « Mais on va le blinder, pour que s'il attaque, il se prenne son propre piège. » Alors, on a ajouté des clauses, des précisions, des garanties, des preuves. Il avait signé, de sa main, daté, sans pression, juste dans un excès de confiance. Maëlle m'a tendu une clé USB, une copie imprimée, et ce regard qu'elle n'avait pas eu depuis nos 13 ans quand on préparait des bêtises dans la bibliothèque de notre collège. Sauf que cette fois, ce n'était pas un jeu. C'était une stratégie de guerre. « Je garde aussi une copie », a-t-elle dit quand je me suis levée. Juste au cas où. Ce soir-là, je suis rentrée. Sébastien regardait un match, bière à la main, chaussettes au sol. J'ai fait une pause sur le seuil du salon. Il riait à une rediffusion. Le bruit de la télé résonnait contre les murs. « Le dîner est presque prêt », ai-je dit. Il a grogné. C'était le début de mon rôle. Et j'ai joué mieux que jamais. Je suis devenue la femme dont il se vantait. Lisse, élégante, docile. Quand il plaisantait sur mes dépenses, je riais. Quand il fanfaronnait lors de son pot de départ, je lui ai porté un toast avec un sourire éclatant, même si je savais qu'il avait été promu juste pour qu'on se débarrasse de lui. Je ne contestais plus ses remarques. Je complimentais son vin, ses restaurants, même son nouveau parfum qui n'avait rien à voir avec celui qu'il portait quand on s'est rencontrés. Il pensait que je redevenais douce. En réalité, je devenais tranchante. Sébastien s'est détendu. Il croyait que j'étais de nouveau acquise. Il s'est relâché, devenu négligent. Il rentrait tard.
ne se justifiait plus. Il laissait son téléphone face visible. Les messages apparaissaient dans nos brièvements. Une fois, j'ai vu un mois s'afficher. Ce soir, même hôtel. Il est parti à la salle de sport 10 minutes plus tard. J'ai ouvert notre ordinateur commun, synchronisé son téléphone à mon cloud et envoyé toutes les captures à l'adresse de Maël. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas tremblé. J'ai simplement préparé un gratin, son plat préféré. Il est rentré. Il s'est régalé. Le meilleur de la semaine, a-t-il dit. À un barbecue, quelques semaines plus tard, son ami Julien l'a pris à part, près du barbecue, une bière à la main. Elle s'effondrera si tu pars, a-t-il dit. T'as tout gagné. J'étais à 2 mètres, concentrée sur un plateau de fruits. Je n'ai pas réagi. J'ai juste continué à disposer les fraises en spirale, une tranche à la fois. Sébastien est revenu. Il m'a embrassée sur la joue. Tu es magnifique aujourd'hui, a-t-il dit. Merci, mon cœur. Le lendemain, j'ai commencé à enregistrer les appels. Pas tous, juste ceux qui comptaient. Les conversations où il glissait des choses. Où il riait de choses qu'aucun mari aimant ne devrait trouver drôles. Je les nommais par date, classées, méthodiques. Je devenais une espionne dans ma propre maison. Je ne cherchais pas la vengeance. Pas encore. Je construisais mon parachute. Discrètement, lentement. J'ai même acheté un agenda. Chaque jour marqué de symboles. Un X pour ses retards. Une étoile pour les dépenses douteuses. Un point pour chaque mensonge que je pouvais prouver. De l'extérieur, ça ressemblait à une liste de courses. Pour moi, c'était une carte. Une carte pour sortir. Et un jour, j'ai arrêté de réagir complètement. Je suis devenue un miroir. Il ne voyait en moi que ce qu'il voulait voir. Une femme résignée, réduite à la taille exacte de la cage qu'il m'avait construite. Alors, il est devenu audacieux. Il laissait de grosses sommes d'argent traîner, retirées en liquide, sans aucune explication. Il partait en voyage professionnel avec des chemises impeccables et 2 flacons de parfum, alors qu'il n'avait aucune réunion prévue. Un jour, j'ai trouvé un ticket de caisse avec un rouge à lèvres. Rouge délice. Ce n'était pas ma teinte. Je n'ai pas réagi. J'ai noté. La confirmation finale est arrivée 2 semaines avant Noël. Sébastien avait bu, il s'était endormi sur le canapé, son téléphone déverrouillé sur la table basse. Une notification est apparue. Un échange avec Julien. Elle ne soupçonne rien. Je dépose les papiers le 24. Tu veux une place au premier rang ? Suivi d'un emoji hilar et d'un gif d'une femme en train de pleurer dans un mouchoir. Je n'ai pas souri. Je n'ai pas paniqué. J'ai capturé. Envoyé à mon adresse secrète. Supprimé l'échange. Cette nuit-là, allongée à côté de lui, les yeux ouverts, j'ai pensé aux bougies, aux canneberges, à la dinde rôtie. Il préparait ma chute comme une blague, il croyait que je m'effondrerais. Mais j'avais déjà tout prévu. La date, les témoins, le décor. Il avait oublié une chose essentielle. Quand on tend un couteau à quelqu'un, on ne peut pas être surpris s'il apprend à s'en servir. La table de Noël brillait comme dans un catalogue. Parfaite. Trop parfaite. Les guirlandes scintillaient autour des fenêtres, les bougies vacillaient doucement, et la dinde fumait au centre comme un trophée. Sébastien, rayonnant, portait le pull que je lui avais offert l'année d'avant, bordeaux avec des rennes brodées. L'ironie ne m'échappait pas. Moi, habillant l'homme qui préparait ma destruction. Ma sœur Lise faisait passer son célèbre vin chaud, les joues rougies par la chaleur et l'alcool. Ses parents parlaient retraite. Tout le monde semblait heureux, serein, inconscient. Je circulais parmi eux, parfaite hôtesse, souriante, le regard calme. Mais sous ma robe, mes jambes tremblaient, non de peur, mais d'impatience. Mon cœur répétait « Ce soir, ce soir, ce soir ». Sébastien m'a regardé un instant en découpant la dinde. Il m'a fait un clin d'œil. Il avait cet air suffisant, celui qu'il arborait avant de conclure un contrat. Je lui ai rendu un sourire doux, impénétrable. « Meilleure cuisson à ce jour », a dit son père, la bouche pleine. « C'est Stéphanie qui a perfectionné la recette », a répondu Sébastien en posant fièrement le plat sur la table. « Elle a eu de l'entraînement. »« C'est notre 7e Noël ?»« 8e, ai-je corrigé. » Il a levé son verre. « Eh bien, à 8 autres. Ou au moins, jusqu'à ce que ça tienne. » Son ton était tranchant, déguisé sous l'humour. Tout le monde a ri. Moi aussi. J'ai lissé ma serviette. Et puis,
Comme les assiettes se vidaient et que l'ivresse douce s'installait dans les regards, Julien s'est penché vers lui et a chuchoté quelque chose. Déjà bien éméché, les yeux brillants. Sébastien a hoché la tête, s'est levé lentement, a tapoté son verre avec un couteau. « Avant le dessert, a-t-il annoncé, j'ai un petit quelque chose pour ma charmante épouse. » Lise m'a souri, croyant sans doute à un bijou. Un mot doux. Il a sorti une enveloppe blanche, sans ruban, sans carte. L'a déposée devant moi. « Joyeux Noël, ma belle, a-t-il dit. Julien a gloussé, personne d'autre. L'enveloppe détonnait. J'ai regardé l'objet un instant, puis je l'ai ouverte. Lentement. La table s'est figée. Mes yeux ont parcouru la première ligne. Demande de dissolution du mariage. Déjà signée. Déjà déposée. Il avait même surligné un passage, comme un enfant montrant ses devoirs. Je l'ai regardé. Il souriait, attendant une scène. Alors j'ai souri aussi. « Merci », ai-je dit doucement, presque affectueusement. Pause. Son sourire a vacillé. Julien a dégluti. J'ai sorti de mon sac un stylo chromé. J'ai signé, d'un trait net, j'ai daté. Puis j'ai tendu les papiers. Voilà. Lise me fixait, bouche entr'ouverte. Sébastien a cligné des yeux. « C'est tout ?»« C'est tout. » Puis calmement, j'ai sorti une boîte dorée de sous la table. Je l'ai posée devant lui. « C'est quoi ça ?»« Ton vrai cadeau. » Il a hésité, puis a déchiré le papier. Une chemise en cuir. Il l'a ouverte. Et quand ses yeux ont lu la première ligne, son teint a pâli. Ses lèvres ont bougé. Relu, re-relu, daté, certifié. Intouchable. Le contrat, celui qu'il avait signé en riant. « C'est quoi ça ?» a soufflé Julien. « C'est l'accord que Sébastien a signé l'an dernier, » ai-je dit calmement. Renforcé, validé. Et moi, j'ai déposé en premier. Il a vacillé. Mais j'ai déjà lancé la procédure. Ce qui rend l'accord irrévocable. Sous tes conditions, ton stylo, ta date. Julien est resté bouche bée. « Oh, mec !» a dit le mari de Lise à voix basse. Sébastien ne parlait plus, les yeux collés au papier. Il avait scanné des centaines de contrats dans sa vie, mais il avait raté celui-là, le seul qui comptait. Et puis j'ai sorti une dernière chose de mon sac, une petite enveloppe carrée, plus fine que la première. Je l'ai posée sur la table, juste devant son assiette vide. Il l'a regardée comme si elle pouvait exploser. Il l'a ouverte lentement. Ses sourcils se sont froncés. À l'intérieur, une échographie. Il l'a observée, les yeux plissés. Puis il m'a regardée. « Je suis enceinte, » ai-je dit. Ma voix était calme. 8 semaines. Son expression s'est brisée, juste un instant. Il a souri, presque malgré lui. Mais ce sourire a fané aussi vite qu'il est revenu. Son cerveau a rattrapé son orgueil. Contrat, bébé, actif, garde. Le décor qu'il pensait contrôler lui retombait dessus comme une dalle de béton. « Tu avais tout prévu, » a-t-il murmuré. Je l'ai regardé, les yeux fixés dans les siens. « Tu avais parié sur mes larmes. Tu m'as appelé prévisible. » Alors non, Sébastien. Je n'ai rien prévu. J'ai préparé. Le silence est devenu épais, presque matériel. On pouvait sentir le malaise flotter entre les bougies et les verres à moitié vides. J'ai pris une gorgée de mon jus de pomme. Le goût de la cannelle s'est accroché à mes lèvres. La mère de Sébastien s'est redressée, blême. Lise a glissé sa main sous la nappe, l'a posée sur la mienne. Son mari, lui, a reposé son verre avec lenteur. Julien a ouvert la bouche, puis s'est ravisé, secouant la tête, hébété. Sébastien fixait toujours le contrat, comme s'il pouvait en changer le contenu par la pensée. Moi, je me suis levée lentement. J'ai commencé à débarrasser les assiettes à dessert, bien qu'aucune n'ait été remplie. Mes mains étaient stables, ma respiration posée. « Tarte aux pommes ou aux noix de pécan ?» ai-je demandé. Personne n'a répondu. Sébastien était figé, le regard perdu entre les papiers et l'image noire et blanc d'un futur qu'il ne contrôlait plus. « Tu crois que t'as gagné ?» a-t-il dit en poussant sa chaise. Je ne lui ai pas répondu. Il ne méritait aucune réponse. Il a quitté la pièce, a laissé sur la table la preuve de son orgueil, de sa cruauté, de son erreur. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Puis Lise a soufflé, à mi-voix. « J'ai toujours détesté ce pull. » Un éclat de rire a fusé, léger, inattendu.
Rachel, ma cousine, a ricané nerveusement. Même la mère de Sébastien a souri, brièvement, avant de baisser la tête. J'ai repris une bouchée de tarte. Je me suis penchée vers Lise. « Joyeux Noël » ai-je murmuré. Elle a posé sa tête contre mon épaule. Il n'y a pas eu de cri, pas de vaisselle cassée, pas de porte claquée. Juste une chute en silence, millimétrée, calculée. Un effondrement de pouvoir, entre regards, papier et une part de dessert. Ce soir-là, la pièce a changé. Pas parce que j'ai bouleversé les choses, mais parce que je les ai reprises. Lise a dormi à la maison. Elle n'a rien dit de plus. Juste cette phrase en posant son sac. « Tu ne te réveilleras pas seule demain. On a dormi dans la chambre d'amis. » Moi, en chien de fusil, une main posée sur mon ventre. La sienne, chaude et silencieuse, a effleuré la mienne dans le noir. Je n'avais pas réalisé à quel point je retenais mon souffle depuis des années, jusqu'à ce moment. Et quand j'ai enfin expiré, c'était comme si je libérais une voix étrangère. Le matin suivant, Sébastien était parti. Pas de mots, pas d'appel, juste le vide. La cafetière était froide. La porte fermée à clé. Ses clés à lui, disparues. J'ai préparé mon petit déjeuner seul, sans avoir peur de faire trop de bruit. À 9h, j'avais un serrurier au téléphone. Changement standard ou urgence ? Standard, ai-je dit. Puis j'ai réfléchi. Mais faites vite. Il est venu l'après-midi même. Un homme discret, regard doux. Il n'a pas posé de questions quand je lui ai tendu le trousseau. Aucune de celles-là ne doit fonctionner. Il a hoché la tête. Et quand il est parti, je suis restée seule dans l'entrée, avec une nouvelle clé dans la main. Et j'ai compris. C'était la première chose que je possédais seule depuis des années. Pas la maison, pas encore, mais le sentiment, la certitude. Ce soir-là, j'ai dormi dans la chambre principale. L'odeur de son parfum était encore là, froid, tranchant. J'ai ouvert toutes les fenêtres, l'air de décembre a balayé les murs. J'ai retiré les draps, jeté ses affaires. J'ai retrouvé une boîte de bougies au santal, celle que j'adorais avant qu'il dise qu'elle lui donnait fort les mal à la tête. J'en ai allumé 3, posées sur la commode. La lumière dansait sur les murs, pour moi seule. Le lendemain, le courrier de Sébastien a commencé à arriver. Des enveloppes épaisses, barrées de rouge. Avis de retard, action immédiate requise. Je les ai empilées sur la console de l'entrée. Je n'en ai redirigé aucune. Ce soir-là, Maëlle m'a appelée, sa voix pleine d'un enthousiasme à peine contenu. « Tu ne vas pas y croire. » Elle a ri. « Si, en fait. Tu vas y croire. L'avocat de Sébastien a appelé ce matin. Apparemment, quand il a découvert ce que tu détenais, son visage s'est effondré. » J'ai souri dans le combiné, emmitouflé dans une couverture. « C'est officiel ? » 70% perdu en une nuit, a-t-elle confirmé. Et avec un bébé en route. Elle a laissé un silence dramatique. Il va devoir faire un chèque si gros qu'il aura besoin d'un échéancier. J'ai souri encore plus fort. Pas pour l'argent. Pas même un peu. Mais parce que je pouvais enfin m'asseoir dans mon propre salon, sans attendre une tempête. « Je suis fière de toi », a dit Maëlle, plus doucement. Cette phrase m'a presque brisée. « Merci », ai-je murmuré, les yeux pleins de gratitude. Pour être restée. Même quand je ne savais pas que j'avais besoin de toi. Elle a pris une inspiration. « Tu as toujours été forte, Stéphanie. Tu as juste fini par t'en rendre compte. » Les conséquences ont été discrètes au début. Comme la neige qui fond, pas comme une avalanche. Certains amis ont cessé de m'écrire. Certains ont choisi leur camp. Quelques-uns m'ont envoyé des messages prudents, pleins de détours. Mais d'autres ont été plus francs. Un message d'une ancienne collègue, que je n'avais pas vue depuis 2 ans, disait simplement « J'aimerais avoir ta force ». Un bouquet de pivoine est arrivé chez moi quelques jours plus tard. Pas de nom, juste une carte. Il était temps. Je savais qui c'était. Claire, l'assistante de Sébastien. Elle avait toujours su. Et elle savait que ce n'était qu'une question de temps. Parce qu'au bureau, la rumeur s'était répandue. Le cadre qui plaisantait en comparant les épouses à des stagiaires avait soudain perdu son public. Julien ne riait plus en réunion. Les blagues avaient disparu. L'assurance aussi. Son équipe avait remarqué qu'il partait tôt, qu'il marmonnait, qu'il rendait ses dossiers en retard. J'ai entendu le mari de Lise dire au téléphone, quelques jours plus tard, « Non mec, il est ailleurs, comme hanté. » Hanté. Bien. Moi, j'ai recommencé à acheter du savon à la lavande.
J'ai peint la future chambre du bébé en vert sauge, une couleur qu'il trouvait inutile. J'ai accroché une guirlande lumineuse autour de la fenêtre. J'ai posé une peluche girafe dans un coin. Le soir, je buvais des tisanes pieds nus dans la véranda, la lumière douce effleurant mes joues. Un soir, en pliant le linge, je me suis surprise à fredonner. Ça ne m'était pas arrivé depuis notre 2e anniversaire. J'ai acheté de nouveaux draps, blancs, avec de petites étoiles dorées. J'ai dormi en diagonale dans le lit, parce que je le pouvais. Un après-midi, je l'ai croisé dans la rue. Il sortait d'une banque, visiblement agacé, téléphone à l'oreille. Il ne m'a pas vue. Ou peut-être que si, mais il ne savait pas quoi dire. J'ai continué mon chemin. Plus tard, Maëlle m'a envoyé une capture d'écran. Le cabinet de Sébastien avait retiré son nom de la newsletter trimestrielle. Je lui ai répondu par un simple pouce levé. Puis je me suis fait un thé. J'ai regardé les rideaux danser dans le vent. Ce n'était plus une question de revanche. C'était une question de paix, de petites choses, d'autonomie, d'un lent, patient, doux retour à la vie. Et de cette prise de conscience silencieuse, la femme qu'il avait essayé de briser avait reconstruit tout un monde, sans lui. La première fois que je l'ai senti bouger, j'étais pieds nus dans la cuisine. Un vieux disque de Nina Simone tournait doucement en fond. Je tranchais des pêches pour une tarte. C'était si léger que j'ai cru l'imaginer. Comme une aile effleurant l'intérieur de mon ventre. Puis ça s'est reproduit. Plus clair. J'ai laissé tomber le couteau. Mes mains se sont posées sur mon ventre d'un geste instinctif. Et je suis restée là, immobile, les larmes me montant aux yeux. Ce n'était pas qu'un coup. C'était un message, un rythme, un rappel. Tu n'es plus seul. Il existait. Il grandissait. Et moi aussi. Ce soir-là, j'ai repris mon journal. Le vrai. Pas les preuves, pas les dates. Un carnet neuf, à couverture de cuir, page épaisse couleur ivoire. J'ai écrit. Cet enfant n'entendra jamais hurler à travers une porte. Il ne marchera jamais sur des œufs. Il ne confondra jamais la peur avec l'amour. J'ai souligné la dernière phrase. 2 fois. Mon monde s'était réduit. Mais il était devenu plus chaud, plus doux. Juste ce qu'il fallait. Ma cousine Élise a emménagé dans la chambre d'amis pendant mon 2e trimestre. Elle est arrivée avec 2 valises, un panier de muffins à la lavande, son sweat trop grand et ses boucles d'oreilles en or qu'elle porte depuis la fac. « Je te laisse pas faire ça seule, a-t-elle dit. Et puis faut bien que quelqu'un t'empêche de tremper des cornichons dans de la glace. On a trouvé notre rythme très vite. Elle télétravaillait depuis la table de la cuisine, portait des chaussettes pilou au mois de juillet et ne parlait jamais de Sébastien à moins que je le fasse. Ce qui, honnêtement, n'arrivait presque plus. Cette partie de l'histoire n'avait plus besoin d'être répétée. Maëlle passait régulièrement, les bras chargés de courses, de gratins encore tièdes et de livres de prénoms couverts de post-it. Page 37. Surtout pas Tiffany, disait-elle en riant. Pas que ce soit un mauvais prénom, juste qu'en 6e, une Tiffany m'a coupé les cheveux avec des ciseaux de maternelle. On riait, vraiment. Plus que depuis des années. On ne parlait plus de requêtes judiciaires, ni de documents. On parlait de recettes, de poussettes pliables et des ex de Maëlle qui regardent ses tableaux Pinterest. Pour la première fois depuis très longtemps, le silence n'était pas quelque chose que je redoutais. C'était quelque chose que je partageais. La chambre du bébé a pris forme doucement. Je l'ai peinte en jaune pâle. J'ai chiné chaque meuble. Je les ai poncés, repeints, assemblés moi-même. Une chaise berçante est arrivée en kit. Élise a mis 3 heures à tenter de la monter avant de lancer les instructions à travers la pièce en criant « C'est comme ça que naissent les super vilains. On a ri jusqu'à en avoir mal aux joues. » Un dimanche tranquille, j'ai tiré une boîte du fond du placard du couloir. Je savais ce que c'était dès que mes doigts ont touché le ruban. Les photos du mariage, l'odeur du bois de cèdre, douce et distante, nous deux. Figés dans une époque pleine de promesses. Moi, le regard illuminé d'un avenir qui n'existait plus. Lui, les mains autour de ma taille. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas flanché. J'ai glissé chaque photo dans une enveloppe distincte. J'ai étiqueté la boîte. À libérer. Je suis montée dans la voiture. Je l'ai déposée au centre de dons le plus proche. Pas de cérémonie, juste un pas de plus. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée dans une librairie. J'ai acheté un nouveau carnet. J'ai inscrit sur la première page « Projets qui n'appartiennent qu'à moi ».
J'ai écrit dedans chaque soir. Parfois une page, parfois un seul mot. Mais chaque mot m'appartenait. À Noël, la maison sentait la cannelle et le pain. Pas l'attention. La table était plus petite, plus intime. Pas de pièces montées. Pas de verre utilisé comme arme sociale. Juste du rire. Du vrai. Celui qui remonte tout seul. Lise avait amené son petit garçon qui laissait tomber sa purée par terre en criant « Oh !» comme s'il faisait un tour de magie. Mon père avait découpé la dinde pendant qu'Élise essayait de faire une sauce végane. Raté, mais drôle. Maëlle était venue avec un rencard. Le premier depuis un an. Et je n'ai pas ressenti de jalousie. Juste de la joie. À côté du fils de Lise, il y avait une chaise haute toute neuve, blanche, avec de petites étoiles jaunes. Et dedans, l'amour de ma vie. Ma fille. Elle avait peut-être ses yeux. Mais tout le reste était de moi. Ses joues roses du froid, ses doigts accrochés à la tablette. Elle babillait, comme si elle prononçait un discours important. Ce soir-là, je n'ai pas surveillé la porte. Je n'ai pas modéré mes mots. Je n'ai pas eu peur d'un commentaire. J'étais là, présente. Chaque bouchée, chaque regard, chaque anecdote autour de la table sonnait comme une fête. Pas une célébration de survie, une vraie. Après le dîner, je me suis blottie dans le fauteuil près de la cheminée. Ma fille dormait sur ma poitrine. Ses respirations lentes réchauffaient mon pull. Les autres étaient pas partis se promener. Moi, je suis restée, dans cette pièce remplie de paix. La vraie, celle que je croyais réservée aux autres. J'ai bu une gorgée de chocolat chaud, et j'ai murmuré doucement contre sa tempe. Il disait que je ne serais rien sans lui. Elle a bougé, doucement. Ses petits doigts ont bougé. Je l'ai embrassé sur le front. Mais il avait tort, ai-je soufflé. Parce que je suis tout, sans lui. Alors si, toi aussi, on t'a sous-estimé pendant que tu portais tout sans rien dire. Si on t'a trahi, manipulé, puis laissé seule comme si tu ne valais rien, ce récit est pour toi, pour celles qu'on a cru pouvoir briser, mais qui ont choisi de se reconstruire en silence. Si cette histoire t'a touché, clique sur « J'aime », abonne-toi à cette chaîne et dis-moi dans les commentaires d'où tu m'écoutes. Parce que parfois, la vraie puissance, c'est de se relever sans bruit et de tout reprendre avec calme, lucidité et force.